Bonjour, mon nom est François Poitvin, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette vidéo où nous traiterons d'un concept en lien avec le cours SCT 4063. Aujourd'hui, nous traitons du concept de vitesse. Donc, de où vient la vitesse, comment calculer la vitesse, qu'est-ce qui peut faire changer la vitesse. Commençons par définir ce qu'est la vitesse. Donc, c'est un rapport d'une distance parcourue par rapport au temps nécessaire pour la parcourir. On a donc deux dimensions qui vont nous intéresser, la distance et le temps. Bon, théoriquement, si je suivais la logique de la plupart des manuels, je vous donnerai un bel exemple où on parle d'un train qui part d'une ville, qui se rend dans une autre et, bon, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Vous me connaissez, j'ai tendance à être légèrement plus original. Prenons donc une autruche qui descend le long d'une piste de ski, en fait, sur une planche à neige. Donc, comme on l'a dit, la vitesse dépend de deux paramètres principalement, le temps et la distance. Donc, la distance à parcourir en bleu et le temps, la petite aiguille, en rouge. Donc, quel est le lien entre ces trois paramètres-là? C'est ce qu'on va étudier. Prenons une vitesse qu'on connaît, donc un panneau par exemple de maximum 50. Ça signifie que la loi nous impose d'avoir une vitesse maximale de 50 km à l'heure. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout les unités. Et c'est un truc que je peux vous donner quand vous ne savez pas trop quelle formule utiliser. Regardez les unités, souvent ils vont vous être utiles pour comprendre comment attaquer le problème. Nous avons dit donc que la vitesse est en lien avec la distance et le temps. Si on regarde les unités, on parle de km/h au niveau de la vitesse, de kilomètres au niveau de la distance et d'heures au niveau du temps. Si on regarde les unités, nous avons donc des km/h, donc ce qui signifie des kilomètres sur des heures au niveau de la vitesse. Les km/h, évidemment, sont une unité de vitesse. Les kilomètres sont une unité de distance et les heures sont une unité de temps. Nous pourrons donc dire que la vitesse, c'est évidemment une distance divisée par un temps. Algébriquement, on va pouvoir modifier cette formule-là en disant par exemple que la vitesse fois le temps est égale à la distance. Je vous ai dit plus tôt que on parlait de km/h au niveau de la vitesse. En sciences, pas tout à fait. Généralement, on va utiliser des mètres par seconde. Par exemple, la vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Pourquoi on utilise ce drôle d'unité? C'est simple en fait. Mondialement, on a convenu qu'on utiliserait le même langage pour parler au niveau des sciences, pour pouvoir faire des études n'importe où dans le monde et pour pouvoir communiquer aisément. Les unités qui ont été adoptées par le système international sont donc le mètre pour la distance et les secondes pour le temps. J'ai dit mondialement? Pas tout à fait. Trois pays ne se sont pas joints à la communauté internationale, donc n'ont pas adopté le système international. Il s'agit du Libéria, de la Birmanie et, surprise, surprise, des États-Unis d'Amérique. Maintenant, étudions comment changer la vitesse. Évidemment, pour changer la vitesse, il faudra appliquer une force. Il faudra soit pousser sur l'autruche ou retenir l'autruche. Donc, quel sera le lien entre la force et la variation de la vitesse? Et mais évidemment, vous vous doutez bien que si on lui rajoute des fusées, sa vitesse va augmenter avec le temps. Ce qui veut dire qu'il y aura accélération puisque les fusées vont pousser l'autruche dans le même sens que sa vitesse. Évidemment, je peux avoir la situation contraire aussi, donc une situation où la force est au sens contraire du mouvement. À ce moment-là, mon autruche va décélérer, ce qui signifie qu'elle va aller de moins en moins vite jusqu'à s'arrêter. Même dans certains cas, elle peut commencer à reculer. Ce n'est pas le cas ici parce qu'on parlait de force de frottement, mais elle pourrait commencer à reculer dans certains cas. Il y a une troisième façon de changer la vitesse sans changer le chiffre, sans changer le 50 km/h. Mais pour bien le comprendre, il faut comprendre ce qu'est la vitesse. Et la vitesse, en fait, est un vecteur.
Le vecteur est défini par trois éléments principalement. Premièrement, sa norme, le chiffre qui est inscrit sur votre tableau de bord. Donc 50 km/h, c'est la grandeur de votre vecteur vitesse, ce qui veut dire c'est ce qu'on appelle la norme, et la norme, c'est le chiffre. Mais c'est faux de dire que c'est le seul élément qui représente la vitesse. Le deuxième élément qui représente le vecteur, c'est l'orientation, l'axe qu'on va utiliser. Par exemple, si on est sur un axe est-ouest, ce n'est pas la même chose que si nous sommes sur un axe nord-sud. Donc, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est le sens. Est-ce que je vais vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest? C'est la pointe du vecteur. C'est la pointe de la flèche. Donc, cette flèche-là va représenter notre vecteur vitesse. Nous avons beaucoup parlé de force depuis le début du vidéo, mais je n'ai pas pris le temps de définir ce qu'est une force. Une force, c'est ce qui va faire changer mon moment d'inertie. Autrement dit, si je suis immobile, c'est ce qui va me procurer une vitesse, ou si je roule à vitesse constante, c'est ce qui va modifier ma vitesse. Quand je parle de modifier ma vitesse, on le sait, ça peut toucher la norme. C'est ce qu'on voit depuis le début. Donc, dans tous les exemples que je vous ai donnés, la force est toujours parallèle à la vitesse, ce qui veut dire que je vais avoir une accélération si je suis dans le même sens, je vais avoir une décélération si je suis dans le sens opposé, mais je n'ai aucune modification de soit du sens ou de l'orientation de mon vecteur vitesse. Dans le cas où la force n'est pas parallèle, à ce moment-là, je peux changer mon orientation. Et c'est là où est-ce que je vous disais qu'il y a une troisième façon de changer la vitesse. Ce que je viens d'expliquer est super important quand on parle d'orbite. Pourquoi? Parce que dans le cas de l'orbite, on a une force. C'est la force gravitationnelle. La Lune est attirée vers la Terre, la Station spatiale internationale est attirée vers la Terre est attirée vers le Soleil. Donc, on a toujours une force de gravité qui s'applique. En ayant cette force de gravité-là, ma Terre, ma Lune, ma Station spatiale internationale ont aussi une vitesse. Et cette vitesse-là se retrouve à être toujours à 90 degrés de la force. Si la vitesse est trop grande, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, si la vitesse est trop grande, ce qui va arriver, c'est que la boucle va s'agrandir à chaque tour et elle va finir par disparaître. Elle va finir par partir en fait ailleurs dans l'univers. Elle va sortir du champ gravitationnel du corps autour de laquelle elle tourne. Si la vitesse n'est pas assez grande, à ce moment-là, elle va finir par s'écraser carrément sur la planète ou sur le Soleil ou sur le corps autour duquel elle tourne. Donc, pour rester en orbite, je dois avoir une vitesse relativement précise. Et cette vitesse-là va faire que, au fur et à mesure que la force s'applique, cette force-là va toujours se retrouver à être à 90 degrés. Ce qui fait que je vais toujours simplement dévier de ma trajectoire, mais en gardant toujours la même distance, ou à peu près la même distance. On s'entend que ce n'est pas parfaitement précis, mais toujours à peu près la même distance avec le corps autour duquel je tourne. C'est ce qui va me procurer une trajectoire qui est sphérique ou, la plupart du temps, elliptique. Donc un cercle un peu écrasé. C'est le cas de la Lune, par exemple. La Lune tourne autour de la Terre et garde toujours une distance relativement stable. Ce qui est particulier, c'est que la force de gravité est toujours à peu près à 90 degrés par rapport à sa vitesse, ce qui fait qu'elle a une trajectoire qui est stable et que la Lune ne nous tombera pas sur la tête. Le principe que je viens de vous expliquer est particulièrement important dans, en fait, un paquet d'applications. Tout ce qui est satellite, tout ce qui est station spatiale internationale, calcule cette vitesse-là très précisément et l'ajuste aux besoins pour s'assurer que la Station spatiale internationale ou les satellites ne nous tombent pas sur la tête. Il y a une station spatiale qui nous a tombé sur la tête, en fait, qui est la Station spatiale Mir, que le régime russe a décidé d'abandonner. À ce moment-là, ils l'ont laissé s'écraser sur la Terre et au moment où est-ce qu'il est rentré dans l'atmosphère, de toute façon, il s'est carrément désagrégé, ce qui veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a atteint la surface. Évidemment, ça s'applique pour des corps en orbite, mais pas seulement pour des corps en orbite, et je m'explique.
cet effet-là, où est-ce qu'on utilise la force à 90 degrés de la vitesse, est utile aussi pour faire des virages à 180 degrés, des U-turns, à l'intérieur, dans le fond, dans l'espace. Je vous donne deux exemples et je vais les tirer du cinéma américain. Dans le film Apollo 13, qui est une histoire vécue en fait, je vous explique, les trois astronautes qui devaient se poser sur la Lune ont des problèmes techniques à l'intérieur de la navette et doivent faire demi-tour. Faire demi-tour dans l'espace, c'est excessivement difficile. Donc, pour faire demi-tour, ils décident d'utiliser la gravité de la Lune. Donc, ils vont le faire un demi-tour de la Lune. Ils vont se mettre en orbite autour de la Lune pendant un demi-tour. Et une fois que le demi-tour est complet, vont remettre les gaz pour reprendre le chemin de la Terre et pour sortir du champ gravitationnel de la Lune. Même, exactement le même effet qu'on appelle l'effet Fronde, exactement le même effet qui est utilisé dans le film Armageddon, un film avec Bruce Willis et Ben Affleck il y a plusieurs années encore, c'est un vieux film, où on utilise exactement le même principe. Donc, pour attaquer un astéroïde qui fonce vers la Terre, on utilise l'effet Fronde. Donc, on va faire un demi-tour de la Lune pour pouvoir faire demi-tour dans l'espace. Et une fois que c'est fait, on va aller se poser derrière l'astéroïde au lieu de se poser devant l'astéroïde où est-ce que l'atterrissage aurait été beaucoup plus difficile. Évidemment, si on applique ce type de force à 90 degrés à notre autruche, ça reste une autruche. Ça risque de mal finir. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez apprécié, ne vous gênez pas à vous abonner, tout comme à laisser des petits pouces vers le haut ou vers le bas si vous n'avez pas apprécié. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, je suis très ouvert aux commentaires et vous n'avez même pas à payer le cognac. Vous connaissez maintenant le principe de vitesse, à vous de surpasser le maître.